Bonsoir. Ce soir, moi, je vais vous parler du regard, mais pas de n'importe quel regard. C'est ce regard qu'on pose sur une personne qui présente un physique différent. Ce regard de surprise, d'interrogation, de crainte parfois, face à quelque chose qui nous déstabilise. Je crois qu'on a un petit problème. Alors, en fait, le temps de cet exposé, je vais vous demander de changer de peau, de vous mettre dans la tête d'une personne qui a un handicap visible, mais pour cela, je vais vous guider dans cette expérience. Alors, pourquoi je vous propose un tel voyage ? Eh bien, parce qu'en fait, ce regard, il est fondamental pour ces personnes, car il risque d'induire chez elles la honte de leur pathologie et donc un manque de confiance en elles. Alors, je vais m'appuyer ce soir sur une maladie rare qui s'appelle le névus géant congénital. Il s'agit en fait d'une maladie de peau qui affecte les enfants dès la vie intra-utérine et qui consiste en de grands grains de beauté qui peut couvrir jusqu'à 90% de la surface corporelle des enfants atteints. Ça peut aussi bien atteindre le visage, les troncs, le membre. Voilà. Et en fait, ça touche une naissance sur 20 000 et une naissance sur 50 000 quand il s'agit de grands névis. Les complications sont de trois types. Premièrement, vous avez un risque accru de mélanome malin, qui est un cancer cutané extrêmement agressif. Deuxièmement, vous avez également des risques d'atteinte neurologique, car le névus peut être présent à ce niveau-là également. Et enfin, troisièmement, l'atteinte psychologique, puisque ces enfants souffrent bien souvent de stigmatisation et d'exclusion. Alors, pourquoi je vous parle du névus ? Eh bien parce qu'en fait, je suis moi-même atteinte dans des proportions importantes, d'une façon à peu près similaire à Juliana, que vous voyez sur la photo. Donc j'en profite pour la remercier parce qu'elle m'a prêté ces photos avec enthousiasme, ainsi que toutes les personnes que vous allez voir sur ce diaporama, parce que ce TEDx pour elle est très important. Alors, pour ma part, j'ai été opérée par greffe de peau, à la différence de Juliana. Et on a commencé quand j'avais 5 ans pour s'arrêter quand je n'ai plus suffisamment de peau saine. Donc je cohabite encore avec une grande partie de mon névus. Pour être sincère avec vous, ce qui m'a le plus gênée dans ma pathologie, c'est finalement la gestion de ce fameux regard, bien au-delà de la souffrance physique ou de la chirurgie. Je tiens également à vous préciser que si vous pensez que seuls les névis du visage sont incommodants, alors de grâce, ne dites rien. Je vais vous demander de fermer les yeux 30 secondes, de vous imaginer atteint d'un névus similaire à celui de Juliana et de passer la porte de votre salle de bain comme vous le faites tous les matins pour vous retrouver face à votre miroir. Ou encore, de vous remémorer la dernière fois que vous étiez sur la plage avec vos proches. Je pense qu'après ce petit exercice mental, vous comprendrez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais névis, comme on me le dit souvent. Et c'est pour ça que je me sens légitime pour vous parler de ce sujet, vous faire part de ma réflexion et de mon cheminement. Alors en fait, depuis quelques années, je suis investie auprès des associations de malades et je me suis rendu compte que dans la gestion de ce fameux regard, on avait peu progressé. On laissait les patients, les familles, mais également les professionnels extrêmement démunis. La solution qui est préconisée actuellement, c'est de se dire on va faire connaître la pathologie au plus grand nombre, comme ça, l'enfant va être accepté tel qu'il est, puisqu'on a moins peur de ce qu'on connaît. Personnellement, je pense que ça reviendrait à changer le regard de 7,2 milliards d'individus. Ça me semble un petit peu difficile et j'ai un peu l'impression d'être comme Don Quichotte en train de me battre contre des moulins à vent. Je me suis demandé, en fait, comment est-ce qu'on pourrait prendre la question sous un autre angle. Comment est-ce que moi, qui suis atteinte, je pourrais m'adapter à ce regard de façon à ce que ça soit moins difficile et à m'adapter à ces situations qui me mettent si mal à l'aise. Eh bien, la question était de savoir s'il existait des outils, des techniques sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer. Et je fais souvent la comparaison avec un médecin, puisque je suis médecin, qui, en situation de crise, est obligé finalement de se concentrer sur sa technique au lieu de se laisser déborder par ses émotions. Et je pense qu'on peut peut-être utiliser le même ressort psychologique dans ce cas-là. Eh bien, en fait, les stratégies, elles existent. Je les ai découvertes il y a 4 ans, et elles sont anglo-saxonnes, elles sont pragmatiques, elles sont simples d'utilisation. Lorsque je les présente, d'habitude, je les présente devant un public de parents.
Ils ont tous la même réaction que moi. Ils se disent « mais bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ?» Et j'avoue que quand je les ai découverts, je me suis dit « j'aurais bien aimé les avoir plus jeunes ». Le problème, c'est qu'en France, elles sont très peu développées. C'est pour ça qu'avec le professeur Vabre, mais également Loïc Ballet et puis mon époux Philippe, nous avons monté une association qui s'appelle ANA, qui est constituée de médecins, de psychologues, de créatifs, de familles, d'associations, pour essayer de les développer. Je vais vous en présenter 3 ce soir, pour vous montrer vraiment qu'elles sont vraiment pragmatiques. La première, elle s'appelle STEPS. Alors, la première, elle consiste à travailler sur différents points. Et elle a été inventée en fait par les grands brûlés de Phoenix. Et c'est en fait une mise en condition quand on va rencontrer des nouvelles personnes. On se prépare, on se dit qu'on a envie de rencontrer ces gens, c'est ce qu'on appelle la pensée positive. On va rencontrer ces gens, on a envie de le faire, on va le faire et on va bien le faire. Ce soir, je vais faire ce TEDx, je vais le faire et bien le faire. Je travaille sur le ton de ma voix. J'essaye d'avoir un ton enthousiaste, amical, ferme. La posture est également importante. J'ai les épaules en arrière, la tête haute. Je donne l'impression de sûr de moi, mais je suis morte de trouille. Après, le regard, c'est très très important d'apprendre aux enfants à regarder les gens, ne serait-ce que 30 secondes, capter ce regard, de façon à ce que la personne puisse passer outre. Et puis, il se passe tellement de choses dans un regard, donc c'est vraiment important. Enfin, le dernier point, c'est sourire. Alors ça, j'ai du mal en général. On sourit pour donner l'impression d'être accessible, aimable, et qu'on a envie de rentrer dans cette relation. La deuxième technique dont je vais vous parler, elle est très très importante pour notre pathologie en particulier. Elle s'appelle expliquer, rassurer, distraire. Elle a été inventée par une association anglaise qui s'appelle Changing Faces et qui va permettre de guider la curiosité des gens. Parce qu'en fait, la curiosité, elle est normale et elle est naturelle. Et le jour où vous le comprenez, en fait, vous l'acceptez et vous êtes beaucoup plus enclin à la guider. Expliquer. Alors, j'explique de façon extrêmement claire, brève et concise. C'est un névus géant congénital. J'utilise le terme technique. Dès 5 ans, on le maîtrise, le terme technique. Ça permet à la personne en face d'être rassurée parce que, visiblement, on sait de quoi on parle. Et puis, je passe rapidement à l'étape suivante, qui est de rassurer. N'aie pas peur. Ça ne me fait pas mal, ça n'est pas contagieux. Tiens, regarde, toi, tu as un petit grain de beauté. En fait, le mien, il est beaucoup plus grand. Et on passe à la dernière étape, qui est de distraire. Alors, quand les enfants sont tout petits, 4-5 ans, on leur dit, écoute, propose un jeu avec l'autre. Allez, on va aller faire du toboggan ou on va aller jouer au ballon. Quand ils sont un petit peu plus grands, on leur conseille de capter un détail positif sur la personne en face, de façon à mettre cette personne au centre de la conversation. Alors, il faut savoir que le sujet de prédilection des gens, c'est de parler d'eux-mêmes. Donc en général, vous devenez super sympathique et c'est bingo. Donc voilà. Enfin, la dernière stratégie que je voulais vous présenter ce soir, c'est une stratégie qui va nous permettre de nous mettre de réagir dans certaines situations de stress qu'on a bien identifiées, qui sont un peu toujours les mêmes. Et pour ça, je vais prendre 3 exemples. Premier exemple, vous êtes sur la plage et on vous dévisage ou on vous fixe. Je pense que ça vous est tous arrivé un jour ou l'autre. C'est extrêmement déplaisant. Alors, vous imaginez et vous comprenez instantanément ce qui se passe dans la tête de la personne en face. D'abord, elle est surprise, elle se pose des questions, elle a peur. Dans le cadre de notre pathologie, on a en plus le dégoût. Dans ces cas-là, je dois vous avouer qu'on n'a qu'une envie, c'est soit de plonger la tête dans le sable, soit de prendre nos jambes à notre cou. Ce n'est pas la solution. Ce qu'on préconise dans ces cas-là, on se redresse, on fixe la personne dans les yeux. À ce moment-là, elle comprend instantanément que vous appréciez modérément son comportement. Et là, vous lui souriez. Alors là, elle est totalement déstabilisée. Et du coup, c'est elle qui rougit et qui baisse la tête. Et c'est vous qui avez gagné. Deuxième situation, vous êtes dans la queue d'un supermarché. Vous avez un enfant qui présente un névus sur une partie du visage ou du crâne. Et là, en général, vous avez le droit à des réflexions. Dans ces cas-là, vous dites « c'est une tache de naissance ». Ça n'est pas contagieux, merci de votre intérêt. Le merci de votre intérêt va signaler à l'interlocuteur, c'est bon, j'ai répondu à votre curiosité, maintenant ça suffit. Bon, alors en général, vous tombez toujours sur des gens un peu lourds qui vont insister. Dans ces cas-là, vous avez le droit de leur dire, écoutez, aujourd'hui, j'ai pas envie d'en parler, mais un autre jour, peut-être. Et à ce moment-là, on vous demande de vous concentrer sur votre journée à venir et sur ce que vous avez à faire et de passer votre chemin. Troisième situation,
il faut en parler, c'est les moqueries. Malheureusement, elles sont inévitables. Et il est très très important que l'enfant ait été préparé à ces situations pour qu'il ait déjà ses réponses déjà préétablies. Parce que ce n'est pas dans le feu de l'action qu'il va trouver la bonne réponse et il faut vraiment qu'il apprenne à réagir avec fermeté mais sans agressivité. C'est très important. Un autre point très important, c'est vraiment d'apprendre à l'enfant qu'il a une fierté et une dignité et on ne doit pas tout lui faire faire et il ne doit pas tout accepter. De même qu'il se doit, il se doit de faire appel à un adulte qui a autorité à ce moment-là, de façon à faire stopper la situation, parce que malheureusement, si cette situation s'installe, elle a de grands risques de se généraliser. Et il faut que l'adulte soit en mesure de stopper avec fermeté, mais toujours avec bienveillance, pour que ça ne se retourne pas contre l'enfant. Voilà. Maintenant, on va passer à une diapositive que j'aime bien, parce que c'est en général des gens qui sont très bien intentionnés, qui ont plein de bonnes idées, mais en général, ils mettent les pieds à côté du plat. Première chose, c'est qu'il ne faut pas ignorer le problème. On a souvent le problème avec le corps enseignant qui nous dit « Non, mais moi, je vais faire comme s'il n'avait rien, je vais le traiter comme s'il n'avait rien ». Le problème, c'est que l'enfant, il n'est pas débile, et il sait très bien qu'il n'est pas comme tout le monde. Il faut qu'il ait la possibilité de venir en parler quand c'est nécessaire. Et c'est important parce que d'abord, si vous agissez comme ça, vous allez perdre toute crédibilité à ses yeux. Et en plus, vous risquez de renforcer la honte de sa pathologie. Et donc, je pense que ce n'est pas une bonne chose et qu'il faut maintenir le dialogue. Deuxième point, je l'adore. Parce que là, c'est des gens qui, en général, pensent qu'ils sont pleins de psychologie et ils vous disent « Non, mais t'en fais pas, il n'y a que l'intérieur qui est important. » Ouais, mais en fait, l'extérieur aussi, il est super important. Et alors, on pense qu'on va rassurer l'enfant, mais quand il va grandir et qu'il va se rendre compte qu'il est obligé aussi de faire avec son apparence physique et qu'il doit également se mettre en valeur et mettre en valeur ses atouts, ça lui paraîtra encore plus douloureux. Donc, je pense que c'est peut-être pas la bonne solution. Enfin, ne dramatisez pas, ne minimisez pas la situation. Il ne faut pas que l'enfant soit enfermé dans son handicap. Il ne se résume pas à son névus. C'est évident, et il ne doit pas voir la vie au travers du prisme du névus. Ça, c'est un des grands dangers. Il a bien d'autres qualités, et il faut, bien sûr, c'est une de ses composantes, mais il faut qu'il puisse passer outre et qu'il vive sa vie normalement. Maintenant, j'aimerais vous dire que pour moi, la vie n'a de réelle saveur que par la qualité des rencontres qu'elle nous offre, et donc, ce regard, il est fondamental. Ma vie personnelle, elle a été remplie par toutes ces rencontres de gens incroyables qui fourmillent à tous les coins de rue. Alors, évidemment, il me vient immédiatement des rencontres à l'esprit qui sont celles avec mon époux et mes 4 filles. Mais ma toute première rencontre, elle a évidemment eu lieu ce 28 octobre 1967 dans cette salle d'accouchement avec mes parents qui, envers et contre tout, ont cru instantanément en moi et en mon avenir. Je pense qu'ils étaient bien les seuls ce jour-là. J'imagine aisément la tête de la sage-femme et de l'équipe médicale présente. Je pense qu'ils n'auraient pas misé un copec sur mon avenir. Et je vous avoue que j'aimerais bien les croiser aujourd'hui et leur dire « Coucou, c'est moi. En fait, la vie, elle est belle, elle est magnifique. Franchement, elle vaut le coup d'être vécue. » Et je pense que toute la différence vient du fait que mes parents m'ont instantanément envisagé au lieu de me dévisager. Donc, j'en profite pour les remercier ce soir parce qu'ils sont là. Donc, si je suis devant vous, c'est bien grâce à eux. Donc, un grand merci, papa et maman. Et puis, je tiens également à rendre hommage à tous ces parents incroyables qui m'a été donné de croiser au sein des associations ANGC Névus 2000. Je ne peux pas faire cet exposé sans évoquer Anan Dwebi, une maman incroyable qui me donne envie de déplacer des montagnes. Alors, à tous ces parents, j'ai envie de dire, ayez confiance en vos enfants, ayez confiance en vous, vous êtes les meilleurs spécialistes de vos enfants. À vous, public, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur, votre curiosité ne nous gêne pas, changez seulement votre regard, qu'il reste le plus naturel et le plus bienveillant possible. Je vous souhaite à tous une très très belle métamorphose, et yes we can. Merci.